Top, c'est parti. Nous allons parler de l'information. MTV. Les journalistes m'intéressent pas. You are fake news. Il est 9h40 sur France Inter. Bienvenue, c'est une nouvelle semaine d'Instant M qui démarre. Vous êtes en direct, allez-y. Fin des 12e assises du journalisme à Tours et un grand prix remis à David Dufresne pour les maintenant 540 tweets interpellant la place Beauvau à chaque manifestant blessé par les forces de l'ordre. David Dufresne ou le grand recensement. Décembre-janvier, il dénonce le silence médiatique qui nappe la violence policière. De fait, le débat sur les lanceurs de balles, de défense et autres grenades est désormais grand ouvert et une centaine d'enquêtes sont instruites par la police des polices pour des soupçons de bavure. Retour sur un procédé journalistique fait de comptages et d'images. Retour aussi sur la trajectoire d'un journaliste venu de l'écrit et qui très tôt a fait d'Internet son terrain de jeu. Un Internet des libertés et de la transparence sous toutes ses formes. Et dans tout son travail, Dufresne pointe la montée des contrôles et de l'autorité. L'Instant M. Sonia De Villers sur France Inter. Monsieur gars, vous reculez de 50 mètres. Vous dégoupillez. Vous êtes Calme-toi, calme-toi. Mais calme-toi. T'as une grenade dans la main, tu te calmes. Vous reculez. Bonjour David Dufresne. Bonjour. Soyez le bienvenu dans l'Instant M. Vous êtes suivi par une petite 50 000 personnes, on va dire une petite poignée de personnes en réalité sur Twitter, mais les bonnes, c'est-à-dire les journalistes, les politiques, les ONG, tout ce qu'il faut pour être relayé en matière d'influence. On va néanmoins raconter à tout le monde votre travail. Le compte s'appelle DavDuf. Allô, Place Beauvau, c'est pour un signalement. Oui. C'est ainsi que vous démarrez chacun de vos tweets. Le numéro 540 a été posté il y a 9 heures. D'ailleurs, on peut en dire un mot, il ne ressemble pas aux autres. Celui-ci, David Dufresne, la photo d'un policier équipé de l'arsenal anti-émeute tout à fait classique, qu'on connaît maintenant. Il était photographié sur les Champs-Élysées samedi et sous son matricule, il y a un macaron brodé sur lequel est écrit « Love » et chacune des lettres « Love » est constituée par une arme à feu. Par une arme à feu, voilà, c'est un badge, un patch qui se trouve sur Internet, qui est d'un goût assez moyen. Alors, effectivement, c'est un signalement, comme il y en a assez peu. Non. J'avais aussi repéré un autocollant, la BAC, le gang le plus dangereux en ville, à Nantes. Ce qui est intéressant, c'est que ces images, en fait, elles... Un autocollant arboré par un policier ? Arboré par un policier, qui d'ailleurs a eu quelques soucis après. Je pense que celui qui a été filmé samedi sur les Champs-Élysées avec ce badge à la fois de mauvais goût puis d'une provocation, puis qui en dit extrêmement long sur l'état d'esprit de certains policiers. Je pense qu'il aura aussi quelques soucis avec sa hiérarchie. Et ce qu'il faut noter, c'est que c'est filmé, c'est documenté. C'est exactement de ça dont on va parler. On va parler de la façon dont vous avez travaillé depuis le 4 décembre dernier. Vous avez recensé des blessés, des victimes de violences policières. Vous avez recensé les blessures à la tête, personnes éborgnées, mains arrachées. Vous avez recensé également les insultes, les menaces, les arrestations dégradantes, mais aussi les téléphones portables confisqués et cassés. Parce que la violence policière, selon vous, elle est polymorphe. Elle est nuancée, elle est plurielle ? Elle est plurielle. Donc moi, je me suis intéressé à la violence policière sur les Gilets jaunes tout début décembre, quand j'ai constaté que circulaient sur les réseaux sociaux des images épouvantables de mutilés. Parce que c'est de ça dont on parle. À l'heure qu'il est, moi je recense 23 personnes qui ont perdu un œil. Je recense 5 personnes qui ont perdu une main. Pourquoi ? Parce que la police française utilise des armes catégorisées armes de guerre par le Code de la sécurité intérieure. Le LBD, la grenade GLIF-4 avec du TNT, etc. Ces images, ces blessures, ces mutilations n'étaient pas répercutées dans les médias de masse, on va dire. Donc j'ai commencé à recenser parce que j'étais sidéré à la fois de la violence policière polymorphe, vous avez raison, mais aussi de la complicité coupable par le silence médiatique. On va en parler parce que justement le silence n'est plus. Alors le silence ne sera plus au bout de 3-4 semaines. On va effectivement en Vous associez l'image et l'image est déterminante dans votre travail, c'est-à-dire à chaque tweet une image. Oui, c'est-à-dire que... Il y a également aussi des témoignages écrits, des témoignages de la famille, des procès-verbaux, il y a aussi des attestations médicales, mais l'image, toujours l'image. Il y a toujours l'image parce que je suis tout seul et donc je ne peux pas courir après toutes les informations, donc il me faut un minimum. Le minimum, c'est la documentation. C'est pourquoi
comme il s'agit de manifestations, il y a beaucoup de gens qui filment et qui photographient. Mais en réalité, les violences policières, c'est extrêmement important de le dire. Ces violences policières ne sont pas nées le 17 novembre 2018 avec l'acte 1 des Gilets jaunes. Les violences policières, c'est un mal qui ronge la police française depuis 20 ou 30 ans, et notamment en banlieue. Le LBD, c'est une arme qui est utilisée en banlieue. Sauf que là, ça n'est pas documenté, ce n'est pas filmé pour des raisons évidentes. Il s'agit à ce moment-là d'interpellations rapides, impromptues, improvisées. Personne n'est là pour filmer. Donc on a très peu de documentation par rapport à ça. On va s'arrêter juste un instant sur justement la fonction de ces vidéos, parce que vous avez écrit et enquêté très longuement sur les émeutes de banlieue en 2005. Vous êtes un spécialiste des questions du maintien de l'ordre. Votre livre sur le maintien de l'ordre est sorti en 2013. Mais on voit bien qu'entre 2005 et aujourd'hui, quelque chose a changé. Ce quelque chose, c'est le fait que tout le monde filme tout le monde. Et qu'aujourd'hui, la vidéo et l'image animée prise sur le vif, elle est devenue clé. Je vous fais écouter une séquence qu'on a beaucoup entendue dans les médias. C'est Jérôme Rodriguez, figure du mouvement des Gilets jaunes. On est le 26 janvier. Il se filme au moment où il va perdre un œil. En plein oeil, en plein oeil. Ils ont crevé un oeil. En plein midi. Voilà, tout le monde filme tout le monde. David Dufresne, et vous êtes bien placé pour le savoir puisque vous faites partie des vigies du web et des réseaux sociaux. C'est-à-dire que les manifestants filment les flics, qui filment eux-mêmes les manifestants. Vous le savez bien, les services de déontologie policière se servent de vidéos faites par les flics, postées à tout va pour instruire leurs propres enquêtes, et même souvent s'arrachent les cheveux parce qu'ils aimeraient bien que les flics postent un peu moins et filment un peu moins. Absolument. Ce qui est surtout important, c'est que on avait jusqu'ici une vision policière des émeutes de tout temps, pour plein de raisons. La presse, les caméras étaient plutôt situées derrière les policiers pour être protégés. Donc, le spectateur recevait les pavés. Aujourd'hui, il peut recevoir les pavés. BFM est toujours là, mais il peut aussi recevoir les coups de LBD. Il peut aussi recevoir les coups de matraque. C'est-à-dire qu'on a une vision beaucoup plus complète de ce que c'est qu'une manifestation dure et difficile. Et c'est là où on voit l'injustice. Et c'est là où on voit que le problème en France du maintien de l'ordre est extrêmement criant. Extrêmement criant. Et effectivement, cette guerre d'image, il faut aller un tout petit peu au-delà. En fait, elle rétablit la réalité. C'est tout ce qu'elle fait. Elle rétablit la réalité. La réalité, c'est pas que d'un côté, c'est des deux. Sauf que moi, quand je démarre, il y a une partie de la réalité, c'est-à-dire les violences faites sur les manifestants, qui est totalement occultée, qui va être totalement niée pendant 1 mois et demi par le ministère de l'Intérieur, par M. Macron lui-même, par M. Édouard Philippe, qui vont pouvoir, grâce au silence médiatique, attendre 1 mois et demi. Et au bout d'1 mois et demi, patatras, effectivement, ça sort dans tous les sens. Et là, on ressort les vidéos, on ressort les photos. Il y a l'événement tragique pour M. Rodriguez. Je rappelle que je vous reçois parce que justement, vous venez de recevoir le Grand Prix aux Assises du journalisme de Tours. Grand Prix pour justement ce travail assez inédit. Vous avez choisi Twitter. Pour interpeller et pour poster chacun de ces faits, chacun de ces dates, chacun de ces noms et chacune de ces images. Mais il y a également Mediapart. Vous êtes un ancien journaliste de Mediapart. Vous étiez à l'origine, à la création du Mediapart, en charge des questions policières et du maintien de l'ordre. Mediapart publie une vaste infographie qui s'appelle Allô, place Beauvau et qui récapitule absolument tout le travail depuis le 4 décembre. Vous l'avez fait avec un développeur, avec un infographiste, avec un cartographe. Est-ce que journalistiquement, il fallait en passer par là, David Dufresne, par la data, par le recensement, par le chiffrage, par des faits comptabilisés? Je pense que oui, pour une raison toute simple, c'est que on est passé à une phase d'industrialisation de la violence policière. Je pèse mes mots. Comme M. Nunez a pesé ses mots chez vos confrères de RTL ce matin en disant qu'il y avait eu un travail de sape, en disant qu'il pesait ses mots, sur le fait qu'il y avait eu des débats sur le LBD. Quand on en est à 500 blessures, quand on en est à 200, plus de 200 personnes qui ont été frappées à la tête, dont 110, selon mes comptes, par des tirs de LBD. Je rappelle que c'est 110 cas qui sont totalement interdits, puisqu'on ne doit absolument pas viser la tête. 23 personnes qui ont perdu un œil, 5 une main.
oui, les chiffres disent quelque chose. Et la data visualisation, ça fait partie des nouvelles écritures journalistiques. Donc effectivement, Mediapart a eu Mais vous auriez pu choisir autre chose. Vous auriez pu enquêter, comme vous savez parfaitement le faire, vous immerger dans un sujet, rencontrer, enquêter, faire du reportage, interviewer. Vous auriez pu publier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 pages. Vous auriez pu filmer, puisque on voit que tout a été filmé d'un côté comme de l'autre. L'extrême violence des Gilets jaunes, comme les violences et les bavures policières, tout a été filmé. Et en même temps, on a l'impression que tout est mis en échec pour faire ressortir cette réalité-là. Pourquoi avoir choisi cette méthode-là, journalistiquement ? Au départ, je ne la choisis pas. Au départ, je suis totalement sidéré par ce que je vois, par la violence policière, par ces jeunes gens qui perdent leur œil. Je suis consterné, je suis révolté et je suis crédule. Je pense que ça va s'arrêter parce que moi, j'ai autre chose à faire que de passer 20 heures par jour à vérifier toutes les vidéos, les photos, les certificats qu'on m'envoie. Et donc je me dis, ça va s'arrêter au bout d'une semaine. Non, ça fait 3 mois et demi que ça dure. Encore samedi dernier, il y a eu des violences policières extrêmement graves. Est-ce que ce projet va s'arrêter quand les manifestations des Gilets jaunes vont s'arrêter ou est-ce qu'il a... On s'interroge avec Mediapart et puis beaucoup de gens s'interrogent, les collectifs sur les violences policières, etc. Je pense qu'il y a la visibilité des violences policières à travers les Gilets jaunes, ça doit déboucher sur autre chose. Oui, sans doute qu'il y aura film, sans doute qu'il y aura bouquin, je réfléchis à des choses, mais au départ, c'était pas ça du tout. Au départ, c'était vraiment un réflexe comme ça, effectivement, de connaisseurs du maintien de l'ordre, en disant, là, si vous voulez, je comprends pas la police républicaine qui n'est pas républicaine. Bon, Est-ce que c'est audible après des violences aussi spectaculaires commises sur les Champs-Élysées ou autres, samedi, par exemple? Est-ce que c'est audible médiatiquement? Il est 9h52, donc on a un petit peu de temps. Sur France Inter. Donc oui, c'est audible si on prend un peu de temps. Ce qui s'est passé samedi et ce qui s'est passé le 1er décembre, ce sont des moments extrêmement forts, durs, mais qui sont en réalité, sur les 3 mois et demi, quelques heures. Nous avons le 1er décembre, il y a beaucoup de blessés de violences policières. D'accord. Mais en réalité, il y en a tous les samedis, et il y en a à Quimper, il y en a à Bar-le-Duc, il y en a à Montpellier, il y en a à Nantes. Les gens qui sont blessés, qui sont mutilés, ne sont pas poursuivis. Ce ne sont pas ce qu'on appelle des casseurs, ce sont des manifestants, ce sont des gilets jaunes. Donc, évidemment que la force de l'image fait que tout d'un coup, plus personne ne veut réfléchir aux questions de violence policière, mais c'est pas la République, c'est pas la loi du talion. La République, c'est pas la loi du talion. Et M. Macron devrait réfléchir à ça quand il fait ses déclarations. Quand M. Macron dit dans le grand débat que dans un État de droit comme la France, on n'a pas le droit de parler de violence policière. Mais où est-on ? Où est-on ? Je veux dire que si, on peut parler de tout dans un état de droit. Et je précise, je reviens sur ce choix que vous avez fait journalistique, ce comptage, ce recensement des faits, des chiffres, un tweet à chaque fois avec une image, que vous n'enquêtez pas sur les faits que vous publiez. Enfin, vous enquêtez pas. C'est-à-dire que, globalement, il y a eu aucun démenti depuis que vous avez commencé à travailler. C'est-à-dire que vous avez toujours croisé les informations pour publier un fait avéré. Absolument. Vous vous êtes quasiment pas fait piéger depuis le début. On a tenté et ça n'a pas marché. Ça pourrait arriver, je veux dire, devant la masse. Mais il se trouve que Monsieur Castaner, ministre de l'Intérieur, a été interpellé à l'Assemblée par Clémentine Autain sur mon travail, nommément, il n'a rien dit. Même chose pour M. Nunez. Même chose par Ruth Elkrief, qui a interpellé Édouard Philippe sur mon travail. Mais ce ne sont pas des faits instruits. C'est-à-dire que, par exemple, sur le cas de Jérôme Rodriguez, il y a une enquête qui est en cours. Comment il a été blessé, comment ça s'est produit, comment ça s'est déroulé, etc. Il y a une enquête qui est en cours et on voit bien que à chaque fois, ça peut être des cas relativement complexes et longs à instruire. Vous mettez les faits les uns à côté des autres. Ce sont des cas qui sont longs à instruire, je suis entièrement d'accord avec vous. Je connais le temps de la justice, je respecte que la justice prenne son temps, mais je dis juste que... Elle est là, ma question, justement. Mais on savait très bien qu'on courait, que la police française, et plus exactement l'État, parce qu'en réalité, c'est extrêmement important d'avoir ça en tête. Le maintien de l'ordre, c'est vraiment la police qui est la plus soumise
à l'ordre politique. On voit bien, M. Macron revient du ski pour aller tout de suite faire le chef de la police. Bah ça, c'est anecdotique. Vous savez bien, vous travaillez depuis des années là-dessus. C'est pas anecdotique. Quand vous dites que le maintien de l'ordre est une question politique, oui, c'est une vraie question politique. Dans tous les corps, et c'est la même racine, police politique, la ville, c'est absolument la police qui est la plus, notamment en France, pays des manifestations, de la contestation, c'est la police qui est la plus soumise à la pression politique. C'est pourquoi je fais allô place Beauvau. Et puis ce sont des décisions politiques. C'est pourquoi je dis allô place Beauvau, c'est-à-dire allô le ministère de l'Intérieur, allô le politique, avant de parler aux policiers. Les policiers, ils obéissent aux ordres. Les policiers, ils utilisent les armes dont ils ont la dotation. La discussion qui est quand même portée aujourd'hui par l'ONU, par le Conseil de l'Europe, par le Parlement européen, c'est celle de la dotation de certaines armes, comme le LBD, comme ces grenades avec du TNT, qui ne sont absolument pas utilisées dans le reste de l'Europe, où il y a les hooligans d'un côté, les néo-nazis de l'autre, ou les Black Blocs, c'est-à-dire dans les trois cas. Donc, vous interrogez la volonté politique. Évidemment, on est bien évidemment. Et aujourd'hui, à 11h30, la volonté politique va se réunir. Elle est dans l'impasse, car elle a fait un choix qui était un choix extrêmement dur d'aller à la confrontation, d'aller à la violence. 540 cas de violence, toutes documentées. J'aurais aimé parler avec vous, David Dufresne, de Jacques Brel, à qui vous consacrez un très beau livre. J'aurais aimé parler avec vous du rock punk, dont vous êtes fin connaisseur. J'aurais aimé parler avec vous de Pigalle. Mais non, on va parler d'Internet, parce que vous avez été un des pionniers de ce journalisme-là. Et c'est cet outil que vous utilisez aujourd'hui. Et l'Internet que vous défendez, vous, et dont vous vous servez comme journaliste, David Dufresne, c'est un Internet de toutes les libertés et de toute la transparence. Donc c'est un outil journalistique, mais c'est aussi un outil politique pour vous. Ah oui, mais écoutez, c'est compliqué parce que si le journalisme c'est être neutre et accepter le statu quo, on comprend pourquoi il est passé à côté des mouvements des Gilets jaunes. On comprend pourquoi on est toujours dans les mêmes questions et jamais en profondeur. C'est intéressant d'ailleurs parce que vous qui avez travaillé sur les émeutes de 2005, après il y a eu une immense remise en question journalistique dans toutes les rédactions parisiennes qui se sont dit on est trop blanc, on est trop bourgeois, on est trop loin de cette jeunesse-là. Vous avez l'impression que le même vent de remise en question a soufflé sur les rédactions depuis quelques mois. Je sais qu'il y a des discussions dans les rédactions, et notamment entre les reporters qui voulaient parler des violences policières et qui ne pouvaient pas parce que les directions, les rédactions en chef n'y croyaient pas. Et je crois qu'effectivement, il y a grosso modo une vision du monde qui est très homogène, qui est très proche de celle du pouvoir. Ce que j'aime dans Internet, c'est qu'il est effectivement un outil non pas politique, mais un outil de contre-pouvoir. Et pour moi, il n'y a pas de journalisme digne de ce nom sans volonté de contre-pouvoir. Alors, un mot justement sur quelque chose qui a surgi depuis ces 3-4 mois de contestation et de manifestation, la proposition venue du pouvoir de supprimer l'anonymat d'Internet, de le combattre. Oh, écoutez, le roi des fake news travaille en son nom. Il est président des États-Unis. Il s'appelle Donald Trump. Il est lui-même une fake news. Je veux dire, il n'est pas anonyme. Ça change rien. Ça change rien l'anonymat. C'est pas là-dessus. Si on veut modifier les choses, si on veut effectivement, je subis des torrents de haine, de trolls, etc. C'est par l'éducation. C'est pas par, c'est comme toujours. C'est par l'éducation. C'est pas par l'interdit. Merci beaucoup, David Dufresne. Alors, le compte Twitter, c'est DavDuf. Allô Place Beauvau, gigantesque infographie, assez poétique et visuelle à voir sur Mediapart. Je dis pas ça pour ce qu'elle raconte. Votre film sur Pigalle, il sera diffusé mercredi soir 27 mars. C'est tout autre chose, mais quand même allez voir. C'est sur Arte et c'est en deuxième partie de soirée. Et votre livre sur Jacques Brel qui vient de sortir. Merci d'être venu dans l'Instant M. Merci beaucoup. Bonjour Ali Rebéi. Bonjour Sonia De Villers. On va parler des antibiotiques avec Ali Rebéi. Et surtout de la résistance aux antibiotiques. On s'intéresse ce matin à cette résistance qui risque de faire du mal dans les années qui viennent. Il y aura de plus en plus d'infections urinaires, intestinales, dentaires, récidivantes, des MST à gonocoque difficiles à soigner, des plaies qui ne cicatrisent plus ou mal, sans compter toutes les maladies bactériennes que nous aurons du mal à traiter ou qui ressurgiront. 01 45 24 7000.